haïtienne, Mafalda Mondestin, Phaedra McQueen-Sterling, Pascal Faublas, Pascal Monin et Pascal Bichot. Il présente également 4 artistes d'ailleurs dans les Caraïbes, Kia Redmond de la Barbade, Miriam Hines-Smith de la Jamaïque, Michel Ricardo de la République dominicaine et Nadia Huggins de Saint-Vincent et de Trinité et Tobago. L'exposition est le produit d'une série de résidences d'échange organisées entre 2019 et cette année, financées par le Fonds pour la diversité culturelle et internationale de l'UNESCO. Le projet a également impliqué 2 cours de formation, un en commissariat d'exposition et l'autre en critique d'art. Et aujourd'hui, c'est le produit de cette cours de formation de critique d'art. La conversation d'aujourd'hui se déroulera en français et l'interprétation simultanée est offerte en anglais et espagnol. Si vous voulez utiliser l'interprétation, veuillez sélectionner le canal de langue approprié sous l'icône interprétation en bas de votre écran. La causerie est aussi diffusée en direct sur Facebook et sera ensuite téléchargée sur YouTube. L'interprétation est seulement disponible sur Zoom. L'émission aujourd'hui présente les produits de la cour de critique d'art et nous vous invitons à participer à la conversation. Il y aura une période de questions-réponses après les présentations, mais vous pouvez participer à tout moment pendant le programme en publiant vos commentaires et questions dans la section de chat sur Zoom et sur Facebook. Je passe maintenant la parole à Yolanda Wood qui va introduire les présentations. Yolanda. Bonsoir mes amis, bonsoir Virli, merci de ta présentation. C'était pour moi vraiment une grande occasion, une grande opportunité et un grand honneur de faire partie de ce projet et de pouvoir conduire ce séminaire qui était vraiment quelque chose, une expérience, je pense, extraordinaire pour nous tous. Et je vais partager mon écran, mais avant, je voudrais bien saluer et remercier le Centre d'art pour cette possibilité de partager la connaissance, élargir les possibilités de participants dans ce projet et en même temps remercier aussi à Dominique Berbillon qui a été la personne qui m'a proposé pour faire ce séminaire. Alors merci beaucoup Dominique pour cette idée et aussi à Fanny qui a été fondamentale dans tout le processus d'organisation de notre séminaire de critique d'art. Alors avec plaisir, je vais partager mon écran pour justement avancer dans la présentation de notre séminaire. Et comme on s'était dit, le séminaire, c'était sur critique d'art et il a eu une durée de 5 séances et des Zooms, alors que vraiment, je n'ai pas eu de contact direct avec les élèves, les participants. Et on a pu effectivement avoir un réseau de travail très intéressant, d'échanges, de possibilités de connaissances, si vous voulez, à travers de ces moyens un peu impersonnels, sans doute. Et bon, le centre de notre attention a été l'exposition Archipelago, et avec 9 femmes artistes de Caraïbes. Bon, déjà, les noms ont été mentionnés par Virli. Et voilà, et cette séance, ces 5 séances nous ont donné la possibilité de développer certains objectifs qui ont été au centre d'attention de notre séminaire. Bon, d'abord, je me proposais d'encourager une relation critique avec les œuvres des artistes en résidence croisée. Ça veut dire que tout le séminaire a été fondamentalement orienté vers le travail fait pendant la résidence croisée des artistes et aussi en tenant compte des intérêts de chacun des participants dans le séminaire. C'est eux qui ont choisi ces artistes, ces œuvres, pour travailler directement pour ce projet que vous allez voir maintenant et écouter. Et il m'intéressait aussi d'effectuer des exercices de critique artistique à partir d'une série d'outils pour construire des textes contemporains. Ça a été une idée très importante pour moi, comment pouvoir arriver à construire des textes qui pourront être dans une vision
contemporaine de l'art visuel et menant aussi à la publication possible et orientée vers divers lecteurs et médias lors de l'exposition qui a été, comme je disais, au centre de tout notre intérêt. C'est pourquoi on a travaillé sur 3 axes. Et ces 3 axes ont été d'abord la critique d'art, la lisibilité du visible, qui a été le point de départ de tout notre travail, comment dépasser le langage visuel au langage écrit, comment introduire dans l'écriture critique des outils qui pourraient permettre aux participants d'arriver à construire des textes. Et bon, ça a été une partie très importante de notre travail. L'autre a été justement le projet Archipel et travailler la dimension archipélique de la Caraïbe et qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est important. Et on a utilisé surtout des textes d'Edouard Glissant, d'Antonio Berrinter Rojos et de Kamau Brathwaite, de telle façon de faire des liens entre eux et essayer d'approfondir un peu sur cette idée de l'archipel comme une géographie, comme une image essentielle quand on pense la Caraïbe et les Antilles. Et finalement, travailler les femmes artistes et les artistes et ses œuvres. Ça a été, je pense, le moment le plus intéressant, le plus complexe et par rapport à tous les processus de travail, parce qu'il s'agissait pas seulement d'entrer dans le monde de résidence croisée qu'elle avait eu comme expérience, mais en même temps, apprendre sur la diversité d'expressions artistiques qu'elles sont employées, qui sont utilisées dans le travail qui se montre à l'exposition de la Maison du Fort. Alors que l'exposition a été au centre, le travail du projet a été notre centre d'attention et les résultats que vous allez écouter tout de suite vont en relation avec ces processus de travail que je viens de mentionner. Alors, pour le séminaire, on a eu 14 candidats, alors que on a eu besoin de faire toute une révision de documentation présentée, etc. On a finalement sélectionné 9 candidats qui ont passé tout le séminaire, mais aujourd'hui, on n'aura que 6 dans la présentation de cet webinaire et on aura comme participants, alors je vais lire les participants qui vont participer aussi, qui seront aujourd'hui avec nous ici et voilà, ils vont prendre la parole dans le même ordre que je vais les mentionner, alors que je n'aurai pas besoin de revenir pendant le moment où déjà je leur donne la parole. Et la parole sera prise dans l'ordre suivant. Tamar Emmanuel Prunier. Elle est étudiante finissante en histoire de l'art et archéologie. Cynthia Samor. Elle est artiste avec le nom artistique de Teia et Master in Marketing. Godson Antoine. Il est diplômé en art visuel, en art plastique, étudiant finissant en histoire de l'art et archéologie, assistant conservateur, restaurateur au Centre de conservation des biens culturels de l'Université Quisqueya. Martine Bruno Bossico, maîtrise interdisciplinaire en sciences sociales et humaines, option histoire, mémoire et patrimoine. Et elle a sa mémoire en cours de finalisation. Nadine Priant-Plesnage, journaliste et conseiller marché d'art. Franck Delis, doctorat en ethnologie et patrimoine de l'Université Laval, maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine et licence en communication sociale. Alors voilà la présentation de nos participants. Pour moi, a été vraiment un grand défi et essayer d'arriver à ces résultats pendant les 5 séances, mais je suis sûre que pour eux, encore plus, parce que c'était un grand effort de travail systématique et continué pour arriver jusqu'aujourd'hui. Merci à vous tous, les participants, pour votre dédication, attention. Et voilà, on commence et je passe la parole à Tamar Emmanuel Prunier. Je ne
reviendrai sur vous, sinon que déjà, elles vont continuer dans le même ordre que vous avez trouvé ici dans cet écran. Et bienvenue nos participants, on commence. Bonsoir, je remercie le Centre d'art pour cette formation en critique d'art et également le professeur Wood qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, je vais parler de Pascale Monet, cette artiste plasticienne qui peint, sculpte et fait des installations. Plus précisément sur sa production d'œuvres, sur toile et papier autour du concept œuf. Lors de la résidence croisée à Alice Art, elle a travaillé sur une série qui a pour thème Histoire d'eau, une certaine histoire de femme, dont le sujet principal est une petite fille nommée Romy, tenant une poule dans ses bras. Elle traverse d'un tableau à l'autre et côtoie sa grand-mère, qui n'est pas protégée dans un œuf, vêtue de noir et proche de la mort, avec la présence des chiffres qui signifient que le temps est compté. De ce côtoiement découle une série d'histoires qui traversent chacune des œuvres, apportant un message aux diverses situations liées vécues dans la Caraïbe. Suivant. 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 La femme caribéenne. C'est un monde d'hommes, affirme Pascale Monet. À Trinidad comme en Haïti, les femmes subissent plusieurs formes de domination et de discrimination et sont relayées au second plan. Dans son œuvre titrée Histoire d'eau, le couple rose et gris, l'artiste représente sur une toile au centre d'un œuf encerclé de couleurs rose et nuancées de gris, avec des traces de pas qui constituent le fond du tableau. L'intérieur de l'œuf est de couleur blanche. Il y a deux personnages adultes entièrement nus, la tête baissée, un homme et une femme en position fœtale, l'un en face de l'autre. La femme met son bras sur l'épaule de l'homme. Le visage et le corps de l'homme ainsi que celui de la femme sont entourés de chiffres 4, 5, 6 3 qui marquent cette volatilité du temps qui nous est compté. Cette image de l'œuf est liée à la renaissance de ces derniers, au tissage d'un lien qui peut être familial, amical ou amoureux. Dans la société, la relation entre hommes et femmes n'est pas toujours une relation de cordialité, d'égalité et de respect. C'est une relation basée sur l'inégalité, la maltraitance, l'hypocrisie. Ainsi, ce médium doté d'une dualité entre deux couleurs, le rose, symbole de l'optimisme, et le gris, souvent associé à la douleur, la mélancolie, entre en communication pour montrer. Après tout, ne sommes-nous tous pas sortis et nourris au sein d'un même œuf? Il est peut-être temps de penser à un autre type de société égalitaire où les femmes seront respectées et valorisées. Suivant. L'isolement. De la série d'histoires d'eau, Orange Fluo et Orange, Pascale Monet représente un personnage replié sur lui-même et entouré de chiffres, 4 poids. Situé au centre du tableau, l'œuf est enveloppé au contour d'orange fluo, d'orange et de marron. À l'intérieur de la coquille, il y a un mélange de deux couleurs qui sont le marron et le blanc. Au-dessus de l'œuf, des traits de couleur noire forment un nid et il y a la présence de chiffres, 4 poids. Cet œuf symbolise les conflits intérieurs entre le sédentaire et l'aventurier qui sommeille en l'homme. La Caraïbe est cet ensemble qui est rempli de potentiel, de diversité linguistique, culturelle, qui ne sont pas suffisamment exploités de manière positive. Chacun se retrouve enfermé dans sa coquille, isolé sans vouloir apprendre de l'autre. La Caraïbe d'aujourd'hui mérite une renaissance et une connexion entre peuples. Il faut sortir de cet isolement et favoriser l'ouverture. L'utilisation du marron à l'extrémité de l'œuf évoque la nature, le retour aux sources, la connexion avec le monde et les autres qui est souvent si négligée. Et l'orange, quant à elle, est associée à la communication, la créativité que l'artiste
cherche lors de son séjour à Trinidad et Tobago pour développer davantage cette ouverture d'esprit, d'apprendre à connaître d'autres peuples qui peuvent avoir des similarités avec nos traditions carnaval. Ainsi, l'œuvre symbolise également l'accouchement ou l'explosion d'une nouvelle génération interconnectée avec d'autres peuples, n'ayant pas une identité, mais des identités plurielles et des cultures. Suivant. Chacun de nous, de ces 5 doigts, c'est les croix de transmission du monde, de Vladimir Miakovsky. Dans sa série d'œuvres, l'artiste veut faire passer un message à travers cette petite fille, Romy, symbole d'innocence, de curiosité, qui côtoie sa grand-mère vieille et si proche de la mort, en vue de montrer qu'il est encore possible d'écrire une histoire, plus précisément l'histoire des peuples de l'espace caribéen qui sont enclavés et méritent d'être reconnus. Il est primordial de renouer des relations de fraternité, de se retrouver en vue de donner naissance à quelque chose de beau et d'utile pour l'avenir de l'archipel. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous ce soir mon travail de réflexion et de recherche sur 2 artistes qui participent à l'exposition Archipelago. Mes réflexions sont orientées sur la pensée quand la graine de Miriam Hinsmith rencontre l'œuf de Pascal Monet. Alors, j'ai été interpellée de partager avec vous une strophe de l'écrivain Kim Chen-Boe dans son œuvre Archipelago, qui nous raconte tellement bien l'expérience de ces 2 artistes. Suivant. D'un océan à l'autre, les lignes de ta vie s'étirent entre 2 pôles, celui qui te repousse et celui qui vous attire, ce qui a été et ce qui est encore possible. 2 mains qui rassemblent, tissent, tressent, les brins tirés, tendus, étirés, pour faire le berceau d'un chat, où les lignes du passé croisent les lignes du présent. Une musique fantomatique dans le vent, dans les rafales spectrales qui hantent les eaux entre 2 côtes. Alors, l'exposition Archipelago a su mettre en évidence une constellation d'œuvres produites par 9 femmes. L'exposition est très diversifiée, pourtant on y retrouve beaucoup de points communs. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons recouru à 2 pièces ciblées. L'œuvre de Pascal Monet, Orange fluo orange, et un des éléments de l'installation de Miriam Hinsmith qu'elle nomme forme de calebasse. Suivant. On peut continuer. Miriam Hinsmith est une Jamaïcaine qui a grandi dans une famille de tailleurs et de couturières. Dans le cadre de sa résidence artistique, elle a passé 1 mois au centre d'art en compagnie de l'artiste haïtienne venant du Bel-Air, Marie-Gérald Maurius. Elle nous a donc présenté l'installation Connaître of Legacies and Future, qui a abouti à un récit qui relie les 2 pays, Haïti et la Jamaïque. Cette œuvre d'art visuelle en 3 dimensions que vous voyez ici donne aux visiteurs la possibilité d'interagir avec l'œuvre. Elle ne sollicite pas seulement le regard, mais aussi demande une perspective immersive. Elle enveloppe le spectateur dans un espace imaginaire et lui propose des expériences sensorielles nouvelles. On y trouvera 3 robes, un livre fait à la main sur un socle de divers objets comme calebasse, moulure, cordes, piliers, forme de calebasse, chaussures pour enfants en tissu. Et pour ce qui est de notre pièce ciblée, forme de calebasse, l'artiste en installe 4 pièces montées sur des piliers ornés de cordes en pite à leur sommet, au milieu et à la base. Suivant. La pièce a une forme concave avec des lignes croisées, obliques. Il est de couleur neutre, ce qui prouve effectivement qu'elle a utilisé des fibres naturelles. On observe aussi des morceaux de tissu, des fils entrelacés qui laissent voir la finesse et la fragilité de la pièce. Suivant. Un regard plus rapproché dévoile aussi des défauts de réalisation. Elle est faite d'accidents, d'irrégularités, des fils ou tissus non entrés ou encore des mauvais croisements entre les lignes. Ils ne sont pas droits
ils s'encèlent les uns aux autres. Tout ceci ne confirme autre chose que ce fut un travail manuel. L'artiste a su renouer à travers cette pièce avec l'art ancestral. Cette forme de calebasse contenant les grains de palmier fait bien penser à un nid d'alouettes rempli d'œufs. Peut-être les œufs que nous présente Pascal Monet. Suivant. Dans toute l'histoire de l'œuf, enfin, je m'excuse, dans toute l'histoire de l'art, l'œuf a toujours été un symbole fort et une source d'inspiration pour nos artistes. Il symbolise la création, la vie, la protection, la naissance et la renaissance. Pour l'artiste haïtienne, Pascal Monet, l'œuf est son thème de prédilection. Pendant sa résidence de création à Trinidad et Tobago, elle s'est proposé de présenter le sujet « Histoire d'eau, naissance et renaissance », une certaine histoire de femme. Alors, Pascal a produit une série de peintures et de dessins techniques mixtes composés de plus d'une vingtaine d'œuvres. Mais nous allons porter notre attention, bien sûr, sur cette pièce acrylique et encre sur toile qui mesure 107 par 74 cm. En regardant la pièce, on remarque tout de suite que les formes géométriques ont une grande importance, les principales, l'ovale et les lignes obliques. Tout d'abord, l'œuvre attire notre attention en son centre, vers une figure humaine, vers une femme recroquevillée à l'intérieur d'une forme ovale rappelant l'œuf. L'expression du visage et la position du corps féminine provoquent beaucoup d'émotions. En tout cas, que cette douleur soit physique ou psychique, Pascal la rend littéralement visible, presque même palpable. On peut même entendre dans cette peinture des gémissements, des soupirs, des plaintes. La solitude colore cette œuvre au parfum maussade. On se demande bien si l'artiste aurait déposé sa mélancolie ou sa tristesse latente. Notre œuvre continue de voyager sur toute la pièce pour constater la présence de chiffres. Elle répète obsessivement le 3 et le 4. Elle insiste en traçant une ligne partant du menton de la femme vers sa jambe pour pointer entre deux symboles le chiffre 7. Pascal fit de ce chiffre le point focal de son œuvre. 3 et 4, une invitation égale 7, une invitation à une réflexion profonde. Un peu plus bas, sur des lignes obliques, épaisses et fines, l'artiste fait reposer l'œuf. Au fait, ces lignes ne rappellent-elles pas aussi un nid, ce symbole de foyer maternel? Les motivations d'un artiste sont souvent complexes, multiples et quelquefois même inconscientes. Je peux vous en dire long. Pascal Monet, dans une interview dans l'art contemporain, dit « Je pense que nous devrions parler davantage de notre culturalité plurielle et de nos identités plurielles que de la recherche d'une identité. » Par contre, Mia Smith nous dit dans une interview dans l'émission Redressing History, « Mon identité, un dialogue constant, une question qui doit être adressée. Deux langages artistiques différents, mais qui traduisent une symbiose sur le sujet traité. Les deux œuvres sont chargées de symboles et d'émotions. Les deux ont tenté de démontrer ce besoin de retourner à leurs sources, à leurs ancêtres, à leur grand-mère, à leur identité coloniale, personnelle, plurielle. Les deux utilisent comme élément le nid, l'œuf ou les graines. Alors ici, la question que nous nous posons, pourquoi ce besoin d'identité? Pourquoi nous limiter à une histoire ou encore une seule île? Ne faisons-nous tous pas partie d'un grand système inclusif où le patrimoine génétique transmis de génération en génération remonte à la civilisation égyptienne, l'Afrique, la même source? Alors de quelle identité parle-t-on si tout est lié et tout est inclusif? Elles expriment ce désir de changement, de société, de nouvelles sociétés, de nouvelles retour ancestral, de construire des liens de complicité, de solidarité. Elles se demandent aussi, resterons-nous comme l'image de l'archipel qui insinue toujours une constellation d'îles, une discontinuité, un espace fragmenté, disjoint. Alors moi, je leur dirais, et si de préférence, nous nous mettions à tisser, lier, relier, une connexion avec notre connaître-toi même d'abord. Et si on essaie de découvrir qu'en nous réside cette graine qui doit passer par la véritable métamorphose de l'œuf pour comprendre qu'en fin de compte, que nous sommes tous liés. Nous ne sommes pas divisés comme les îles de l'archipel, mais unis dans l'un, dans la graine, dans l'œuf, comme une grande étendue de terre culturelle, sans centre et sans limite, qui n'est autre que l'archipelago. Merci.
Donc, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Un remerciement spécial au professeur Wood. Merci au Centre d'art pour l'acceptation de ma candidature pour ce cours de critique d'art animé par notre cher professeur Yolanda Wood. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager ma réflexion autour de l'une des artistes exposés autour de l'exposition Archipelago. Mon exposé s'intitule « L'univers hybride de l'artiste jamaïcaine Miriam Ann Smith ». Suivant. Connaître les Gases and Furious est le thème traité d'une série d'installations réalisées par l'artiste jamaïcaine Miriam Ann Smith. Smith, dans le cadre de sa résidence croisée au Centre d'art, cette série relate les faits historiques qui sont en rapport avec la région caraïbéenne. Elle met l'emphase sur la lutte contre l'injustice, les femmes esclaves et une reconnaissance aux marrons de la liberté au cours de la traite négrière. Ce travail artistique s'inscrit dans une double approche, connaître l'histoire de la région caraïbéenne et repositionner, réorienter l'avenir de ces îles. Ainsi, l'artiste Smith, de concert avec sa collègue artiste du Bel-Air, Marie-Gérald Mourilus, fidèle à sa démarche, nous fait des propositions visuelles hybrides qui priorisent une approche historico-mémorielle lors de l'exposition Archipelago. Suivant. De cette exposition, il faut relater que les 9 artistes ont exploré le concept Archipelago sur un angle qui leur a été familier. Chacune d'elles arrive à mettre en image leur compréhension de cette île. Mais l'artiste Smith, dans sa proposition visuelle, a décidé d'approcher le concept par le biais d'une série d'installations faites à l'aide d'un ensemble de matériaux recyclés. Dans cette approche, prend en compte la charge historique de la Caraïbe. L'artiste curateur O'Neill Lawrence parle de la démarche artistique de Smith en disant « Son travail reflète également son expérience de la reliure. Certaines sous forme de livres réels, ses œuvres sont souvent de pages littérales et symboliques lisant une histoire personnelle qui met en lumière des expériences qui ont changé la vie, mais qui s'inquiètent également de la pauvreté et d'autres injustices sociales, historiques et contemporaines. Parmi les différents objets observés, installés, je m'excuse, l'un d'entre eux a eu une considération particulière aux yeux des différents regardeurs. Il s'agit d'un ouvrage qui évoque les différentes facettes de l'histoire caribéenne. L'œuvre sans titre de Miriam Ann Smith est l'une des installations qui fait partie de l'ensemble appelé Connect of Legacies and Future, qu'elle avait réalisé lors de sa résidence au Centre d'art. Cette installation raconte la condition de l'homme caribéen. En fait, cet ouvrage, installé sur un pupitre, a au-dessus de lui une robe ornée de sacs en plastique qui évoque la fragilité ainsi que agence comme moyen de relever les défis historiques actuels et les problèmes sociaux. Suivant. C'est un ouvrage composé de 10 planches où chacune de ces planches raconte une histoire propre à la Caraïbe, c'est-à-dire Haïti et Jamaïque. La première planche contient une paire de chaussures afin de rendre hommage aux enfants oubliés de l'histoire, tandis que la seconde planche fait référence à la prédominance du café dans la région à l'aide d'un portrait d'une femme et d'une cuvette de café. Dans la planche 3, l'artiste fait une mise au point sur la condition de vie de l'enfant caribéen. La quatrième planche présente 2 personnages qui observent une effigie qui se trouve au-dessus de leur tête. Les planches 5 et 6 font référence au portrait de 2 adolescents qui questionnent leur avenir. Parallèlement, la planche 7 met en scène l'icône sculptée par l'artiste Albert Mangonèse qui symbolise le marron inconnu. Enfin, les planches 8, 9 et 10, respectivement dans leur configuration spatiale, représentées par les yeux qui ont la mémoire de cette tranche d'histoire douloureuse, un tambour à sautor et un collage qui donne l'impression d'être un logement d'esclaves au cours de la traite négrière. La condition des femmes, et surtout sur la condition des femmes caribéennes. L'artiste invite le regardeur à faire une expérience immersive. Elle est comme une coquille qui enveloppe le spectateur dans un espace imaginaire et lui propose des expériences sensorielles nouvelles. Chaque page raconte une tranche d'histoire qui est commune aux différents pays de la Caraïbe.
Smith, quoiqu'elle ait reçu une formation académique, arrive à s'affranchir de cette formation pour créer son univers visuel. Grâce aux différentes matières utilisées, l'artiste nous invite à pencher sur le concept hybridation qui est propre à la région et aux pratiques artistiques caribéennes. Avec une très bonne maîtrise de ces médiums, l'artiste arrive à casser le paradigme art mineur, art majeur de ses créations pour permettre à l'autre de mieux approcher son univers. Un univers qui marie forme, couleur, collage, tissage pour tenter d'expliquer la condition caribéenne. Laquelle condition est plurielle? Plurielle dans le sens où la Caraïbe a eu des passés communs liés à la colonisation, à l'injustice sociale, à la notion de migration, avec le textile comme médium de prédilection et d'autres éléments qu'elle trouve dans son environnement quotidien pour attiser sa démarche artistique. L'artiste nous fait une invitation pour dialoguer aux différents concepts fondamentaux de sa démarche artistique. Mémoire, l'histoire, l'oubli, l'injustice et la maltraitance juvénile. Consciente de la situation historique de cette région, Myriam Smith fait une nouvelle appropriation du coton par le tissage dans ses travaux. Avec le coton, bien entendu, comme matière première et abondante de cette région, Smith fait de cette dernière le socle de sa création parce que pour elle, en cette matière du temps de la période coloniale, résident plusieurs activités politiques, exploitatrices et commerciales, et que ces pratiques émises par les colons de la région ont laissé des séquelles indélébiles qu'elle tente de reconfigurer dans le but de pérenniser cette mémoire historique et douloureuse. Ainsi, l'œuvre de Smith, dans le schéma proposé par Jiménez, qui stipule que l'œuvre doit être considérée comme un agent social, capable non seulement de changer le réel, mais d'intervenir sur lui de manière critique. L'œuvre de Smith questionne l'humain caribéen, la condition de vie des enfants de la région caribéenne, mais au-delà de tout, la matière de prédilection utilisée. Dans l'œuvre de Smith, on retrouve le lieu comme élément catalyseur de sa création. L'artiste Smith, dans sa démarche, ne s'approprie pas les canons classiques pour proposer à l'autre une expérience esthétique. Cette démarche prend en compte la notion du lieu et du retour dans les pratiques caribéennes. Pour expliquer comment l'artiste arrive à opérationnaliser cette démarche. En faisant fi des canons, Smith collecte les éléments qu'elle trouve dans le milieu dans lequel elle réside. Autrement dit, l'artiste Smith fait usage des objets qu'elle trouve à sa portée. Lors de la présentation de ses travaux, elle disait « Les éléments que j'ai trouvés m'ont permis d'explorer un plus grand champ dans le cadre de ma résidence. Les éléments trouvés sur la cour du Centre d'art, dans les lieux qu'elle avait explorés avec sa collègue Marie-Gérald Dubelair, l'ont permis de mieux saisir le contexte de la résidence croisée. Là, on va parler de la posture critique sur la condition de la vie de l'enfant, Jamaïque et Haïti. À travers cette planche, l'artiste met en correspondance diverses oppositions en vue de mieux saisir l'idée de la condition de vie de l'enfant caraïbéen. L'œuvre en question est composée d'un amas de tissus effilochés, de 2 morceaux de tissu en superposition pour recevoir un enfant à caractère sensible, inoffensif. Un enfant qui, à l'aide de collage, pour représenter son visage qui questionne, qui tente de dialoguer à l'autre, exprimer sa mélancolie, les souffrances auxquelles il fait face au quotidien. Les membres de l'enfant sont représentés par des fils qui sortent de son diadème, symbolisant la notion de gloire, de supériorité, de perfection, jusqu'au prolongement de ses membres inférieurs, lesquelles oppositions créent un sens pour explorer, questionner la condition de vie de l'enfant caribéen. Dans une approche comparative, l'on peut approcher cette œuvre à une des audiences d'un auteur haïtien appelé Maurice Sixto, dans Tissintanise, une audience qui relate les innombrables maux que subissent chaque fille en domesticité. Avec l'enfant comme point fort, l'œuvre en question nous met dans un inconfort qui est lié à plusieurs problèmes que confronte cette catégorie sociale appelée enfant. En fait, l'enfant comme symbole d'innocence, élément phare de cette composition, ne peut en aucun cas subir des mauvais traitements physiques, affectifs, de services sexuels, de négligence ou d'exploitation commerciale. Est-ce une projection que l'artiste, à travers sa facture, fait sur l'avenir des enfants démunis, maltraités? En faisant référence au symbolisme du diadème, est-ce que l'artiste, dans son approche visuelle, se met à la place du sujet pour questionner l'avenir de cette catégorie? Est-ce une posture pour critiquer la condition de vie des enfants qui font partie de cette catégorie?
En somme, l'installation de l'artiste jamaïcaine Myriam Smith fait une radiographie d'un pan important de l'histoire de la Caraïbe, marquée par la cruauté la plus sordide, et elle nous plonge dans l'univers de certains enfants où le merveilleux des contes et comptines n'existe pas. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je félicite et remercie les initiateurs de l'exposition Archipelago. L'atelier critique d'art animé par la professeure Yolanda Wood m'a permis de réfléchir sur le travail de la plasticienne Mafalda Modestin. À résonance géographique, le concept de l'exposition d'Archipelago s'est proposé d'amener ses visiteurs dans l'univers des femmes artistes de la Caraïbe. Avec la mise en espace des œuvres créées dans le cadre des résidences artistiques croisées, cette exposition a offert l'opportunité d'appréhender la diversité des formes et expressions artistiques qui transcendent l'univers de la Caraïbe. Dans cette aventure de partage et de réforme et de refonte d'expériences quotidiennes, historiques et mémorielles, la plasticienne Mafalda Modestin impose son art à travers ses œuvres titrées Réflexions d'Enfer Mango, Femme Maï et la diptyque Portrait de Victoria Mantou. Elle propose l'énigme du feuillage. Suivant. Mafalda Modestin traduit son engagement artistique en faisant appel à des symboles et en explorant le rapport du corps avec l'espace. Son art reflète à la fois sa trajectoire et ses réflexions sur le vécu des femmes dans la société. Les feuilles sont le fond sur lesquels se découpent des silhouettes de femmes noires non sensuelles en haut contraste. L'espace feuillage témoigne de son intérêt pour l'ancrage dans le milieu naturel, considéré comme lieu d'exaltation et de résilience. L'artiste conçoit la végétation, à l'instar d'Aimé Césaire, comme lieu d'enracinement, de méditation, de résistance ou de refuge. Le recours au feuillage a grandement contribué dans l'émancipation des nègres marrons. Cette idée de se soustraire des contraintes des normes sociales est relatée dans le travail de Mafalda, notamment avec ces silhouettes de femmes qu'on voit dissimulées dans le feuillage. La pièce intitulée Femme Maï s'inscrit, selon les dires de l'artiste, dans la même veine d'inspiration de femmes subversives en quête d'émancipation. L'œuvre montre une silhouette au regard évocateur de suspicion, assise avec les pieds croisés à travers les feuillages d'un champ de maïs. Le personnage et les feuillages sont de la même couleur, noir, comme s'ils se confondent. La scène fait penser à la cultivatrice préoccupée qui se retire et attend sa récolte. Par ailleurs, on remarque que les feuilles appartiennent à des branches, d'où l'idée d'ancrage ou de lien entre le ciel et la terre, entre la conscience et la matière. La luminosité est une autre particularité perceptible dans l'art de Mafalda. Elle opte pour les couleurs pastel, considérées comme délicates et féminines, qu'elle associe avec le noir, couleur de ses personnages. Cet agencement de couleurs traduit l'harmonie par contraste qui caractérise les travaux de l'artiste. Dans le cadre de l'œuvre titrée Réflexions d'Enfer Mango, présentée en deux versions, l'une en noir et blanc, l'autre en couleur, l'artiste, l'utilisation des couleurs noires et blanches évoque l'impression de lumière. Cette dernière se confirme avec l'autre version de l'œuvre qui se distingue par une prédominance du vert, couleur de l'équilibre et de l'harmonie. La dominance du vert du fond crée l'ambiance de lumière renforcée par la présence des petits points de couleur blanche éparpillés sur toute la pièce. La résidence artistique de Mafalda introduit le dialogue entre le corps et la nature. Réflexions d'Enfer Mango montre en fond une silhouette assise. Les feuilles de manguier émaillées de nervures ne sont pas toutes identiques. Certaines paraissent plus matures que les autres. Dans cette œuvre, les feuilles de manguier ne constituent pas l'espace. Elles s'y détachent. On sent la relation entre un corps qui, cette fois, est plutôt de couleur brune. Le brun met à l'abri de l'agitation du monde extérieur. C'est la couleur qui évoque la terre, l'écologie et le durable.
Le tableau présente un personnage conscient, en position de repos, qui se refuse et réfléchit sous un manguier à travers ses feuillages. Je cite l'artiste. « Je fus particulièrement intéressée par l'idée de vie en marronnage. On voit des personnages qui semblent être cachés dans des feuilles, mais elles sont en effet inaccessibles. Nous sommes conscients de leur existence, mais elles sont hors de portée, donc on ne peut les regarder qu'à travers le feuillage. » Suivant. Suivant. Mafalda a créé le diptyque dans le champ de Cannes intitulé Portrait de Victoria Monteau pour exprimer son appropriation de l'histoire des archipels de la Caraïbe et notamment celle d'Haïti. Le portrait de Victoria m'a amené à réfléchir sur le rôle des femmes dans le marronnage et éventuellement la révolution haïtienne. Les gravures que j'ai effectuées ne sont qu'un début de l'exploration de ce thème. Fin de citation. Ce choix de personnage incarne l'engagement de l'artiste à promouvoir l'apport hautement mémorable des femmes dans l'émergence de l'État d'Haïti. Elle traduit son souci pour la communication de son œuvre avec le public en ces termes. Quoique Victoria fut une esclave de plantation de café, j'ai choisi d'utiliser la canne à sucre pour deux raisons. La première, parce que c'est une plante facile à reconnaître dans un champ graphique. En second lieu, à la veille de la Révolution, la colonie française produisait 3/4 du sucre mondial et le revenu de ce commerce représentait 70% du revenu colonial français et un tiers du commerce extérieur de la France. Fin de citation. Suivant. L'évocation du champ de canne éveille le souvenir d'un lieu de culture agricole, d'exploitation de l'homme par l'homme, un lieu de contrainte duquel il a fallu se libérer. L'idée de conquérir la liberté est incorporée par un vêtement de femme dont on ne voit pas la tête ni le corps, ayant à sa gauche un instrument aratoire et à sa droite une machette. L'image récurrente du triomphe révolutionnaire est associée à un fusil et une machette. La coupeuse de canne a fini par atteindre son objectif de se libérer de ce lieu de privation par la force. L'espace est vide. Cette pièce est assimilable au portrait de Victoria Monteau dans ses dimensions de femme contrainte de travailler dans les champs et de femmes révolutionnaires. Aujourd'hui, Victoria Monteau Victoria incarne la résistance des femmes d'Haïti à l'époque révolutionnaire. Suivant. Chez Mafalda, la nature se confond avec la végétation des îles. Elle utilise des plantes tropicales communes à toute la région caribéenne pour traduire sa pensée. Le manguier, renommé en raison de son feuillage persistant, le maïs, dont l'appellation de provenance taïno rappelle le souvenir des autochtones qui peuplèrent les archipels jusqu'au 15e et 16e siècle, et la canne à sucre, plante liée au système d'exploitation coloniale des 18e et 19e siècles. La manipulation des couleurs et de l'espace, le recours au feuillage comme base d'expression d'idées, de se soustraire des normes sociales établies, ainsi que l'évocation de la mémoire, attestent que Mafalda Modestin se fixe dans ses objectifs. Sa démarche artistique suggère la nature comme voie de solution à nos préoccupations sociales, culturelles et historiques. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ici aujourd'hui. Alors, l'exposition s'achève et j'ai vraiment le sentiment de participer à une grande aventure expérimentale qui a montré la puissance créative des femmes artistes caribéennes. Et justement, le travail de l'artiste que j'ai retenu nous montre comment celles-ci ont besoin d'opportunités comme cette exposition et combien leur regard enrichit la narration artistique caribéenne. On l'a vu avec les artistes présentés précédemment et on va poursuivre avec donc Pascale Bichot. Qui est Pascale Bichot? On va voir qui elle est tout de suite avec quelques éléments rapides de biographie et sa trajectoire. Pascale Bichot est une artiste haïtienne par son père. Elle est passée par plusieurs écoles d'art françaises. Sa pratique jusqu'ici
était la peinture, bien que sa spécialité soit la broderie, une histoire de famille, puisque ses deux grands-mères étaient couturières. Pour la première fois de sa carrière, Pascale Bichot choisit d'explorer l'art textile et organique à l'occasion donc de cette opération. Il s'agit donc d'une première, une grande première pour elle. Alors on peut souligner au passage sa prise de risque dans sa propre pratique artistique et puis aussi quant à la réception de son œuvre. Alors je vais vous montrer dans une galerie d'images, histoire de voir un peu combien cette série est selon moi assez interpellante. Je vous laisse regarder. Ce que je peux vous en dire de manière générale, c'est qu'il s'agit de 10 ouvrages de broderie et de tissage réalisés durant sa résidence d'artiste au Manly College de Jamaïque au mois de février dernier. Des œuvres de petite dimension, pas plus de 50 cm. Elle rend hommage à Nani, une femme chef de la communauté de Marron en Jamaïque qui a défait les Anglais en période coloniale. Nani, figure emblématique en Jamaïque, et à travers elle, Bichot rend hommage à toutes ces femmes marron, les invisibles de l'histoire générale, un travail qui, nous y reviendrons, fait également des propositions sur le plan esthétique et philosophique. Alors, des pièces de petite dimension, je l'ai dit, réalisées avec des fils, on le voit, tout cela a l'air bien fragile finalement. Et bien derrière cette fragilité apparente, cette vulnérabilité illusoire, se cache un message puissant. C'est comme un renversement épistémiologique sur la question de l'identité caribéenne. C'est même un propos assez audacieux de la part de l'artiste. Arrêtons-nous sur cet ouvrage intitulé Camouflage, 26 cm de hauteur, élaboré à partir de cordes végétales de couleur brune. C'est du fil de chanvre en fait qui a glané dans une vieille mercerie en Normandie, du fil de coton, du fil de soie. Il y a même un vieux lacet, un lacet de chaussure. À première vue, c'est un enchevêtrement de tiges comme autant de corps désarticulés. Ces barres de métal qui soutiennent le tout rappellent la dureté, la froideur du contexte historique colonial. Des boutons de laiton que l'on voit ici à la toute droite de l'image, qui rappellent des pesons. Ce sont des poids utilisés dans le commerce. Vous savez, les poids sur les balances anciennes qui apportent une notion de lourdeur, de déséquilibre, mais qui évoquent aussi, selon moi, le commerce triangulaire. Et puis ici et là, eh bien, ces notes de couleur vive. Sur d'autres pièces, on voit du rouge, du rouge pour le sang des luttes, pourquoi pas, mais aussi le sang de la vie, tout simplement, peut-être, du vert, de l'orange, du jaune. Pour l'artiste, en tout cas, elle le dit elle-même. Ces couleurs sont là pour décentrer ou encore recentrer sur la vie à l'intérieur de ces communautés de marron. Pascale Bichot dit qu'elle est dépositaire d'un message spirituel de nos aïeux qu'il y aurait dit à l'oreille durant cette réalisation. Dis-leur qu'il n'y a pas que le sang et les larmes. Ces touches de couleur sont là pour y faire référence. Chez Bichot, tout est histoire de contraste. L'organique contre le métal, le fragile qui tient debout, solide. Les tiges sont verticales, elles sont résistantes. On sent l'invitation quelque part à une réflexion. Et elle tient cette réflexion à ses fils. Il faut suivre le fil du processus de création artistique de l'artiste qui lève un voile sur ce qui constitue notre ADN, selon Bichot, notre identité. Et pour elle, donc, ça va être l'idée du fil rouge de tout son travail. Sur la pièce suivante, on va parler de la force de l'ambivalence, ce qui constitue chez Bichot l'identité. Et l'ambivalence dans cette identité, c'est, selon elle, c'est son postulat, c'est le territoire. La toponymie des lieux que nous permet d'aborder étonnamment cette pièce. C'est un vaste sujet, la toponymie des lieux. C'est un champ de recherche en sciences sociales, en fait, qui postule en gros que c'est l'histoire du lieu, l'histoire du sol qui nous fait. En chemin, effectivement, on revisite les préceptes de Glissant, Césaire, Mosquera, Pérez Rojo, pour ne citer que, chez qui il y avait une sorte de consensus, en fait, autour de la mer comme dénominateur commun entre nos îles. Bichot, elle fait une contre-proposition avec cette pièce, par exemple, et qui mieux qu'une femme aurait osé se focus sur la vie, les amours, la musique, le quotidien, au cœur de ces communautés, au cœur de ces luttes. Et quelles luttes? Le rôle des femmes, la fécondité, leur force, leur spiritualité. Toutefois, il ne faut pas s'y tromper, l'ambivalence de notre histoire avec un grand H, comme celle de l'histoire des marrons, n'échappe pas à l'artiste, loin de là. Ce bout de bois brûlé, par exemple, que je vous montre depuis tout à l'heure, l'illustre bien. Un bout de bois brûlé, c'est ce qu'on voit, c'est brut, c'est simple. Eh bien non, pas si simple. Le feu, parlons-en, c'est celui qui a détruit ce bout de bois. Peut-être une maison,
Le feu, l'arme par excellence utilisée lors des grandes révoltes. C'est aussi le feu nourricier. Ce travail est intéressant en ce qu'il fait la démonstration de la force évocatrice des objets capables de saisir complexité, nuance et subtilité. Sur l'image suivante, je partage avec vous un bout de la scénographie durant l'exposition et un bout de cette scénographie consacrée donc à cette production de Pascal Bichot. Ce que j'ai trouvé intéressant également dans ce travail, c'est qu'il rappelle la notion de pensée rhizome définie par Édouard Glissant, le fait que quelque part dans notre structure intellectuelle caribéenne, nous cheminons intellectuellement de fil en aiguille, encore la couture. Le rhizome, vous savez, c'est ce bout de plante qui génère un autre bout de plante, comme dans la mangrove notamment. En créole, on dirait en parole qu'amener en d'autres paroles. Et c'est ce dont est témoin finalement, c'est ce dont on est témoin. Avec cette série signée Pascal Bichot, elle a su disséquer notre ADN. Ces tiges de fil rappellent aussi des chromosomes, selon moi, disséquer notre ADN donc pour le restituer sous forme de messages, des piqûres de rappel aussi. Alors, en clair, que dit l'artiste avec ces objets? Elle dit qu'elle vient réparer un oubli, celui du rôle des femmes marrons. Elle le fait de plus avec ce geste répétitif, archaïque, c'est manuel, celui de la couture, le tissage, la broderie, déjà présent dans les sociétés humaines anciennes. Nous sommes bien sûr sur une exploration au cœur des questions existentielles en Caraïbes, résoudre ce que Ferreira de Bito, un professeur d'université du Portugal, appelle la problématique de la part d'antillanité et de l'africanité matricielle du peuple caribéen. Elle invite Pascal Bichot à rendre hommage à la nature qui a abrité ces révoltes parce qu'elle croit que notre identité archipélagique ne se résume pas à être amarrée, attachée à la mer, mais plutôt enracinée dans ces territoires avec la complicité presque personnifiée de ce règne végétal qui a abrité et fait prospérer ces communautés. Notre ADN est là, selon elle. L'artiste, selon moi, nous invite à revisiter nos totems aussi, troquer la carte postale exotique pour mettre en avant le mapou, le fromager, arbre totémique chez Duval-Carrier, arbre totémique en Sierra Leone, pays créé par des marrons sur le continent africain. Ce travail invite à revoir notre iconographie et la grammaire esthétique. Ce qui m'amène à dire que, pour citer Erika James, c'est l'ex-conservatrice du musée de Nassau, que cette œuvre, en fait, elle nous désoriente, comme beaucoup de corpus caribéens d'ailleurs. Moi-même, je l'ai été en voyant cette production. C'est une œuvre marron, elle est rétive à l'enfermement dans un seul genre. J'ai trouvé cette production audacieuse, jubilatoire, j'espère que vous aussi. Merci de m'avoir écouté. Vif remerciement à Mesdames Wood et Verly Poupey, et ainsi qu'à tous les partenaires de cette formidable opération. Merci. Zone de défilement. Bonjour, je suis content d'être parmi vous pour la présentation de mon analyse de l'œuvre Potomitan de l'artiste Michel Ricardo. Dans le cours critique d'art, j'ai produit le texte titré « Cartographie de la désorientation artistique de Michel Ricardo à travers Potomitan ». Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps définir le concept Potomitan, rencontré dans le travail de l'artiste, voir l'orientation de son projet initial, ensuite voir comment ce projet initial a été déstabilisé, voir aussi comment la désorientation est devenue la nouvelle orientation artistique. Débutons rapidement avec la définition du concept Potomitan selon Michel Ricardo. Le Potomitan renvoie de la tradition haïtienne à la structure centrale des temples de la religion vaudou. C'est une charpente qui se dresse comme l'intermédiaire entre le spirituel et le monde physique. Le Potomitan continue la relation entre l'invisible et le visible, entre l'immatériel et le matériel. Le Potomitan est la continuité de la vie au-delà des tensions, des frictions, des catastrophes, des accidents, des mauvaises nouvelles du quotidien. Ainsi, le Potomitan est continuité et résilience au quotidien en Haïti. Le Potomitan réfère aussi de manière symbolique, sociale et économique à la place capitale qu'occupent les femmes dans la société caraïbéenne. Cette dernière idée importante pour nous a orienté le travail initial de l'artiste et aussi a orienté le choix de plusieurs femmes de Jacmel comme source d'inspiration pour l'artiste.
Maintenant, rapidement, Il est 4 heures. voyons l'orientation du projet artistique initial selon ce paramètre. Michel Ricardo voulait expérimenter le concept potomitan en travaillant avec 4 femmes de Jacmel, notamment Marly, 12 ans, Isémoni, 31 ans, Charlotte, 51 ans, Madame Do, dont l'âge est inconnu. Ces 4 femmes ont joué un rôle dans le processus de création au début de sa résidence. Ainsi, dans sa méthodologie de travail, l'orientation artistique de l'œuvre est structurée d'abord autour du processus de création et ensuite autour d'une performance finale, dite célébration traditionnelle au sein de la communauté jacmélienne le 7 juillet 2021. Ce processus devrait prendre en compte les expériences et les découvertes de l'artiste lors de sa résidence dans la ville de Jacmel par le biais de la poésie, de croquis, de dessins ou toute autre forme visuelle. Et l'acte final devrait accompagner son œuvre et cette performance où des femmes seront assises en demi-cercle avec leurs plus beaux vêtements et leurs pieds nus à l'instar de la cérémonie de lavement des pieds où cette fois le Messie sera l'artiste, une femme, Michel Ricardo, en train de laver les pieds de ces 4 jacméliennes. Dans ce contexte, pour l'artiste, Potomitan symbolise une reconnaissance de la vie et du dévouement de ces femmes envers la communauté et leur peuple. Mais ce projet initial a été déstabilisé. Comment cela s'est-il produit? Quel a été le comportement de l'artiste et le devenir de son projet? Pour répondre à ces questions, maintenant voyons la déstabilisation du projet initial. L'élément perturbateur qui a désorienté, l'élément perturbateur qui a désorienté le projet de l'artiste a été l'annonce de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le jour prévu pour la performance finale de Michel Ricardo. Cet événement politique a aussi désorienté l'artiste. Ce n'est pas seulement l'artiste Ricardo qui a été désorienté à ce moment, mais c'est toute la société haïtienne. Haïti a été bouleversé et choqué et Haïti était en pleine remise en question. Une autre remise en question s'est opérée cette fois chez l'artiste par rapport à son œuvre, car les codes ont été brouillés chez l'artiste. L'ébranlement de la société haïtienne, la société d'accueil, a aussi provoqué celui de l'artiste. Selon la psychologie, la désorientation face à un événement peut induire une certaine forme de perte de repères et peut modifier même l'identité du sujet pensant. C'est pour cela qu'on s'est demandé si cela n'a pas impacté le projet de Michel Ricardo. L'artiste décrit sa situation à Jacmel en ces mots. Nous avons prévu de faire le spectacle le mercredi 7 juillet 2021 au marché aux poissons à la cour New York. Mais ils ont tiré sur le président. Nous avons décidé d'annuler et d'attendre. L'artiste a dû reconfigurer l'œuvre initiale en tenant compte de cet événement malheureux pour la société d'accueil. Dans cette perspective, elle a renvoyé sa performance finale prévue pour le 7 juillet 2021 et elle s'est recentrée sur elle-même. Et toute une nouvelle œuvre artistique a supplanté le travail initialement prévu. Mais elle était en plein auto-ajustage créateur. En ouvrant les yeux sur son environnement pour comprendre l'actualité, une autre histoire est dépeinte dans l'atelier de Michel Ricardo. Une autre trame de récit a vu le jour et la désorientation s'est transformée en une nouvelle orientation artistique. L'artiste Michel Ricardo s'est saisi de cette désorientation ambiante et personnelle aussi pour retravailler son œuvre Potomitan. Ainsi, dans sa nouvelle orientation, l'artiste a reconfiguré son concept de création en réajustant sa vision du monde, son projet et l'adapter aux nouveaux faits de l'actualité. Ainsi, elle s'est auto-ajustée dans un processus de création et cet auto-ajustage nous donne une nouvelle version de l'œuvre Potomitan, qui est une installation mixte avec un axe de communication artistique qui mise sur l'idée centrale de la continuité et la résilience à travers les petits gestes du quotidien haïtien. Enfin, il devient nécessaire à ce niveau de la présentation de faire la description de la nouvelle version de Potomitan, celle présente au sein de l'exposition Archipelago. Potomitan est une installation artistique mixte de 13 tableaux faits en papier craft au format carré de 24 pouces par 24, avec un point culminant vers une cuvette émaillée contenant de l'eau parfumée de la marque Florida.
Les peintures sont fixées sur un fond peint en blanc. Elles retracent la continuité du quotidien et la résilience du peuple haïtien après la mort du président Moïse. L'artiste a utilisé le papier craft pour la production de potomitans. L'utilisation de ce matériau ressemble à un clin d'œil de l'artiste Ricardo au peintre Ronald Meuse qu'il a accueilli à Jacmel dans son atelier durant sa résidence artistique. Meuse utilise entre autres matériaux le papier craft dans sa production artistique, a en témoigné son œuvre phénoménale en papier lors de l'exposition Haïti Ode à la mémoire aux Salles Saint-Pierre et la fabrique de la collégiale Saint-Lazare du quartier historique de la ville d'Avalon. Cette création a été vendue aux enchères grâce à son ingénieuse idée de vente au mètre à partir du sol. On pourrait se demander pourquoi l'utilisation du papier craft. La réponse est que le papier craft, selon Michel Ricardo et Ronald Meuse, le papier craft utilisé par l'artiste est longtemps utilisé par Ronald Meuse dans sa production artistique. Ce papier, de par sa fragilité et son caractère éphémère, si bien à la narration picturale de Michel Ricardo et épouse les contours de l'actualité fluente. Après l'utilisation du papier craft, l'artiste insère des phrases de différentes langues dans son œuvre. Ainsi, on retrouve des phrases en créole haïtien, en anglais et en espagnol sous forme d'information, d'introspection, d'interrogation ou d'annonces qui sont incrustées dans les 12 tableaux comme des repères questionnant la trame du récit de la mort du président Jovenel. Et le 13e tableau est libre de phrases. Cette insertion de phrases montre que l'écriture plastique est au service de l'oralité. Et cela semble profondément une influence de Ronald Meuse sur l'artiste Ricardo. Pour l'artiste Meuse, l'écriture plastique est au service de la tradition orale, le conte, le parler des gens. Avant de terminer, maintenant, voyons rapidement le langage visuel de Potomitan. La narration picturale présente un récit visuel où les événements occupent 13 cadres. Ces derniers sont disposés comme en séquence à la manière des bandes dessinées ou des mangas japonais. Dans ces différents cadres, l'élément visuel est le plus simple que possible. Les peintures sont proches de l'utilisation des traits pour peindre les formes, les motifs, pour tracer des lettres, les signes. La peinture est proche de traits et traces des silhouettes qui sont présentées au centre des tableaux pour mettre en évidence les sexes, l'âge et leur forme à côté des phrases. La composition picturale rentrant dans le processus narratif est d'abord géométrique, car elle présente une distribution regroupée et non éparpillée de tableaux avec une certaine concentration massive et avec la présence d'une ligne médiane sous forme d'une croix allongée de manière horizontale, dont la base commence avec le premier tableau et le 13e tableau fermant son sommet. La composition picturale est aussi dynamique. Elle s'obtient par un ordonnancement des tableaux dans l'installation selon une certaine direction allant du premier tableau au 13e. Elle s'obtient aussi par la présence de figures, de formes, de silhouettes humaines qui attirent le regard et l'attention du visiteur du premier tableau jusqu'au dernier pour aboutir à la cuvette émaillée. L'artiste semble suivre un motif géométrique stable à sa création qui est proche d'une grille qui aide à stabiliser ses compositions selon ses dimensions. Cette distribution sur la surface invite le regard du visiteur à se précipiter sur la concentration et à se déplacer plus lentement à travers les différents tableaux. L'œil est conduit vers une direction selon la position dynamique. La description faite, nous trouvons en l'œuvre Potomitan une formulation de l'art comme un exercice d'enquête, comme une expérience, comme une activité de co-construction et un phénomène de traduction. Enfin, pour conclure, Potomitan nous permet de voir que l'art est aussi expérience de vécu. L'enquête et l'observation ethnologique permettent à l'artiste de vivre la réalité de la situation à Jacmel et jouir d'une certaine expérience. C'est une expérience par immersion, c'est une expérience de l'ordre de l'ethnologie, par immersion dans une réalité perturbée, altérée, sinon bouleversée par l'intrusion de nouveaux êtres et par la modification conséquente de l'échelle de perception et d'action des humains qui lui permet d'avoir des connaissances par expérimentation. Cette expérience est aussi le résultat d'un bouleversement. L'expérience n'est pas le fruit de l'expérimentation comme dans un laboratoire immaculé, mais de la relation avec le milieu, celui de la ville de Jacmel, avec sa population et en général d'Haïti.
les substrats culturels haïtiens. Et le bouleversement, l'altération est produite par l'intrusion d'une actualité politique et médiatique, celui de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Merci pour votre écoute. Avant de partir, je voulais, au nom des groupes de critiques d'art, des différents cours critiques d'art et commissariat d'exposition, je dois, avant de terminer, remercier le Centre d'art pour cette opportunité et les professeurs Yolanda Pujol-Wood, Verly Poupée pour leur disponibilité au cours de ces enseignements. Ce fut pour nous autres une expérience pour tous les groupes de participants. Merci au professeur Wood, merci à Madame Poupée, merci au Centre d'art, merci à vous tous, merci pour votre écoute. Bon, merci beaucoup à tous les participants. Je vous félicite vraiment pour vos présentations. Et bon, Verly, on a fini de notre part, alors que je te passe la parole pour essayer d'avoir des contacts avec les autres personnes qui nous accompagnent. Merci Yolanda. Je n'ai pas vu de questions. Donnons-les quelques secondes pour faire ça. Mais j'ai une question générale pour tous les participants dans la cour. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises pendant cette cours de critique d'art? Qui commence? Il faut se lancer, donc on va se lancer. Bien sûr, oui. Allez. Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a retenu? Alors, ce qui me frappe dans le travail de ces 9 femmes, c'est que finalement, on voit bien qu'il y a vraiment une vision féminine de l'art. On le voit quand on compare le travail de Heinz avec, en tout cas, c'est le travail de Cynthia, parce que je ne me souviens pas de l'autre, c'était Faublas, je crois, Faublas et Heinz. On voit comment il y a des approches similaires. Nous avons définitivement, enfin nous les femmes, hein, une vision du monde qui est différente et qui est enrichissante lorsque effectivement nous avons l'opportunité, lorsque les artistes pour le coup ont l'opportunité de s'exprimer. On voit bien qu'il en sort un point de vue. On voit bien aussi que les techniques, le processus de création, il est assez similaire finalement. C'est Pascal Bichot qui dit je me suis donné à la nature, j'y suis allée sans a priori et j'ai laissé les choses venir. C'est ce qu'on voit aussi dans le travail qui sous-tend les œuvres des artistes qu'on a chacun et chacune étudié. C'est cette spontanéité, cet abandon finalement. Et puis ce souci de rendre hommage à la nature. Et je pense que pour quiconque porte la vie, on sait combien on doit effectivement être humble et attentif à ce que le règne naturel nous apporte, notamment pour ce qui est de donner la vie, etc. Donc, on a un rapport tout à fait particulier et attentif à la nature et on voit que ce sont comme ça des dénominateurs communs, des sources d'inspiration communes pour les artistes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cynthia. Bonsoir tout le monde. Enfin, je voulais confirmer si c'était bien la question qu'elle a posée. Est-ce que c'est... Enfin, pardon, Nadine. J'avais l'impression qu'elle a demandé qu'est-ce qu'on a appris dans le... oui, c'est ça. Dans le séminaire, techniquement. Dans les deux sens. Oui. Dans les deux sens. OK, d'accord. Alors, je vais en ce qui concerne le séminaire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour commencer, au début, je n'avais aucune idée comment j'allais écrire 17 pages et je me demandais si c'était possible. Mais Madame Wood, avec finesse, avec patience, nous a aidé à aller en profondeur dans les pièces, à aller, comme on dit, fouiller et chercher et nous inspirer. Elle nous a partagé des textes qui sont excellents, qui nous ont inspirés. Et vraiment, je peux dire que tout ce travail, c'est extraordinaire. Enfin, je suis vraiment
ébloui de ce qu'on a pu faire en 5 semaines. Et on remercie beaucoup Madame Wood. On a appris beaucoup de choses, Madame Poupée. Et ça va prendre beaucoup de temps. J'ai lu les essais, donc je sais. Oui. Merci, France. Je voulais me lancer et à travers ce cours de critique d'art, je pense qu'il y a une certaine continuité entre... Bon, moi, j'ai participé à 2 cours, commissariat d'exposition et critique d'art. J'ai vu qu'il y a une certaine continuité entre les 2 cours. D'un côté, on prépare l'exposition et de l'autre, on essaie de critiquer les œuvres des artistes. Avec Madame Wood, j'ai appris, par exemple, ce n'est pas seulement de regarder l'œuvre, c'est d'aller au-delà. Au-delà de l'œuvre, au-delà de ce que pense l'artiste ou bien l'artiste voulait présenter. Par exemple, avec le texte d'Erika James qu'on a lu au cours et pendant le cours, là m'est venu le concept désorientation. Par exemple, en regardant l'œuvre de Michel Ricardo, c'est comme si j'ai été moi-même désorienté par rapport à son œuvre. Alors, je pense que Madame Wood nous a aussi appris que l'œuvre n'a pas besoin d'être là. Dans le texte qu'on doit rédiger, c'est à nous de présenter l'œuvre, de faire voir l'œuvre, de faire imaginer le travail de l'artiste. Et ce n'était pas très facile pour nous. Bon, pour moi-même, par exemple, je pensais dans le texte même, on doit insérer des parties de l'œuvre pour montrer ça. Et elle nous a appris à utiliser peut-être notre sensibilité et notre imagination pour faire voir, pour montrer l'œuvre. Et aussi, à travers les textes qu'on a lus, on a vu que, par exemple, on a eu des modèles de textes, surtout pour ma part, c'est le texte d'Erika James. Et ces textes nous ont outillés, nous ont montré que comment présenter, comment écrire. C'est en fait, lorsqu'on me parlait de critiques d'art, je pensais que c'était des critiques négatives. C'est pas vraiment. D'abord présenter l'œuvre, faire apprécier, faire voir et formuler peut-être des théories par rapport au travail de l'artiste. Et en ce sens, je remercie Madame Wood et aussi Madame Poupée. Merci. Martine, Bosiko, vous êtes là? Je suis là. Un moment, j'arrange. Oui, je suis là. C'est pour moi l'opportunité de remercier le Centre d'art et également Madame Wood qui m'a permis, à travers cet atelier, comment lire une œuvre, comment également communiquer autour d'une œuvre artistique. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler autour des œuvres sur le plan professionnel, mais pas réaliser des critiques. Et cet atelier vraiment m'a motivée et me donne le défi d'écrire d'autres textes sur les œuvres. J'ai beaucoup appris également de la manière dont Madame Wood a fait pour nous accompagner, pour nous motiver, les critiques positives, comment, oui c'est bien, mais tu peux, ça c'est vraiment motivant et ça encourage à aller vers l'avant. On avait des textes de 15 pages, il fallait réduire à 3 pages pour trouver l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment important et j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris également le concept de l'exposition d'Archipelago me fait prendre conscience de la Caraïbe. La Caraïbe, notre région, c'est vraiment important. Merci. Merci. Tamar Prunier. Alors, je veux dire que cette expérience, elle a été enrichissante. Au début, je n'avais aucune idée de comment j'allais écrire mon texte, mais je savais que je voulais l'écrire sur Pascal Monet. Parce que lors de l'exposition Vive, j'ai eu la chance de découvrir des œuvres de Pascal Monet et ça m'a intriguée. Je voulais écrire un texte sur Pascal Monet, mais j'avais peur, je ne savais pas comment faire. Et quand on m'a sélectionné pour participer à la formation de critique d'art, j'avoue que j'avais un peu peur. J'avais une idée en tête. Et ça m'a fait plaisir de voir que le professeur Wood, elle m'a vraiment aidée parce qu'au début, j'avais en quelque sorte une
une idée droite, fixe. Et elle m'a fait voir d'autres choses, voir l'œuf comme une sorte de ventre ou quelque chose qui symbolise la Caraïbe. Donc, elle m'a fait voir d'autres aspects. Et je la remercie beaucoup et j'ai vraiment aimé cette formation en critique d'art et je suis vraiment fière d'avoir écrit mon premier texte en critique d'art et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Et Godson Antoine? Donc, je peux dire au cours de cet atelier, animé par la professeure Yolanda Daoud, j'arrive quand même à comprendre que la critique d'une œuvre caribéenne doit se faire par les différentes réflexions réalisées par les auteurs caribéens. De plus, à travers cet atelier, la professeure Wood nous a forcé à développer un ensemble de compétences. Par exemple, pour cette présentation, Madame Wood ne cessait pas de nous dire la présentation doit être esthétisante. Donc, pas plus que 2 semaines de cela, Madame Wood nous avait dit donc que vous allez présenter les textes au même niveau des différentes œuvres réalisées lors de l'exposition Archipelago. Donc, je tiens une fois de plus à remercier le professeur Wood pour sa patience et également le Centre d'art. Merci. Merci, Godson. J'ai un commentaire de Valérie Martins-Monnier. Merci à la technologie de m'avoir fait découvrir ces artistes formidables à travers ces analyses très pertinentes. Donc, c'est un compliment pour vous tous. Yolanda, vous avez des commentaires que vous voulez ajouter? Oui. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était au chat en disant qu'il n'écoutait rien. Tu as vu ça? I cannot hear anything. C'est peut-être Gerda Lavernay, je ne sais pas pourquoi. OK. Oui, bon, pas de notre côté. Oui, ce n'est pas notre affaire. Bon, je voudrais vraiment remercier le Centre d'art, à toi-même, Verly, pour la possibilité de cet échange, de ce travail ensemble. Bien sûr, à Fanny, qui a été formidable dans tout le processus d'organisation. Et je voudrais surtout remercier les participants. Ils l'ont dit, c'était vraiment un grand effort, de la part d'eux, mais aussi de notre possibilité pour travailler ensemble. Et parce que c'est vrai que le Zoom, c'est formidable, ils nous communiquent d'une manière globale, mais en même temps, ce sont des espaces très, très impersonnels, alors que comment établir une relation de travail où tu dois par moment, je ne suis pas d'accord, il faut continuer, il faut que tu lises, il faut que… Alors, il y a une discussion au milieu et ce n'est pas facile quand même pour ce moyen. Alors que je suis vraiment très, très fière du processus de travail qu'on a eu. Je pense que dans les conditions et dans le temps qu'on a eu, c'était vraiment un grand effort. Ils ont toujours été très attentifs et c'est vrai que je pense que pour tous, c'était la première fois d'écrire un texte de cette manière. Ça veut dire sur une œuvre, sur une réflexion sur l'œuvre, en essayant en plus d'aller plus loin, de voir la Caraïbe comme un espace, de voir l'archipel comme un concept. Alors, travailler tout ça en même temps, et ça a été un processus très, très intéressant. Et je dirais qu'un des moments les plus riches de notre séminaire, c'était le moment de choix des artistes et des œuvres. Les pourquoi. Pourquoi tu vas choisir cet artiste ou cette œuvre? Je pense que ça a été, à mon avis, dans mon souvenir du processus du travail, c'était un moment, je dirais, essentiel, très riche, magique en même temps, parce qu'il devrait proposer des idées. Et un autre moment très intéressant a été les échanges entre eux. Alors, on a pu effectivement mettre le texte à disposition d'un collègue dans le groupe et il y a eu des échanges et des commentaires entre eux qui, à mon avis, ont aussi beaucoup enrichi le processus de travail. Et moi, je suis vraiment très contente. C'était un véritable défi parce que la plupart d'entre eux n'avaient jamais écrit un texte de cette catégorie. Et en plus, travailler sur une exposition qui était un processus en même temps,
Et parce qu'on devrait suivre un peu le temps de l'exposition. On avait les œuvres, mais de toute façon, comment elle allait se représenter dans l'espace. Et je trouve très intéressant la manière dont presque tous, Nadine, France et Godson, ont fait l'effort de voir les œuvres dans les scénarios et proprement de l'expo et réfléchir autour de cette immersion, comme l'appelait Cynthia, ça veut dire de voir déjà les œuvres dans l'espace expositif. Et ça a été un moment aussi intéressant parce que permettait de voir les choses d'autre manière et en relation les unes avec les autres. Et comme ça, s'est construit petit à petit cet archipel. Et vraiment, chacun de nous, effectivement, nous sommes des petites îles, hein, un peu distribuées dans toute la géographie, mais je crois que maintenant, nous sommes en même temps dans ce séminaire déjà une constellation, un groupe, pas d'une seule identité, plein de pluralité, et je suis très contente de pouvoir vous accompagner dans ce processus. Je vous embrasse à vous tous. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose sur, je vais rebondir à la fois sur ce que Mme Roud vient de dire. Je ne sais pas ce que France en dirait, ou bien Cynthia ou Antoine, mais c'est vrai que la discipline de la critique d'art, effectivement, elle est souvent regardée comme quelque chose qui tient de l'inspiration très artistique, très libre, très, voilà, un peu éthéré comme ça, philosophique, chacun y va. Et on a vu avec Mme Roud, effectivement, les exigences de l'exercice. Pas simplement dire ce qu'on en pense, il faut pouvoir avoir les moyens de justifier ce qu'on dit. Et je trouve que cette initiative du Centre d'art a vraiment beaucoup de mérite parce que ça réhabilite la discipline et ça nous donne à voir effectivement les exigences qu'il y a derrière. C'est peut-être une chose dont on a vraiment besoin dans la Caraïbe pour soutenir et pour le bien des productions artistiques. Donc, bravo au Centre d'art d'avoir eu l'idée d'ajouter ces séminaires dans le projet de résidence croisée. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le choix d'artistes et des œuvres. Donc, les participants peuvent peut-être nous expliquer le pourquoi de ce choix. Nadine, vous voulez commencer? Alors, moi, je voulais vraiment que je sois très honnête. Pourquoi? Parce que quand, en fait, je n'ai pas compris ce qu'elle a fait au départ. Quand j'ai reçu donc, toutes ces images venant des 9 artistes, donc ça fait beaucoup de pièces à regarder. C'était une production complètement pour moi, hein, iconoclaste, autant l'art organique et textile, oui, de chez Heinz et tout, voilà. Mais ça en particulier, des toutes petites pièces, voilà. J'étais très partagée, donc je suis passée dessus. Je raconte un petit peu comment ça s'est passé sur le choix, donc les coulisses du choix. J'ai regardé plusieurs fois donc, ce tableur que nous avons reçu. Mais j'ai observé que je revenais tout le temps à ça. Ça m'interpellait, il y a un truc là, j'étais déstabilisée. J'étais désorientée particulièrement par ça. J'ai dit, OK, puisque je ne comprends pas, je vais chercher. Et très rapidement, juste après une des séances que nous avons eues avec Mme Roud, voilà, c'est venu. Et j'ai tiré un des fils rouges que me tendait cette série. Et en détricotant ce qu'elle avait fait, j'ai trouvé une richesse derrière de messages. J'en ai même des frissons parce que depuis, je suis en passion totale devant cette série en particulier, par la richesse, la diversité, la complexité et l'audace. Parce qu'elle parle de choses, quand elle dit il n'y avait pas que le sang, il y avait aussi la vie, la joie. On l'a entendu il y a 15 jours, je crois, la semaine dernière, lors de la discussion qu'elle avait avec vous, Mme Poupey, sur Facebook, là, en live, elle le dit, elle dit qu'elle était concentrée sur la vie et ce qui se passait à l'intérieur de la communauté marron. C'est une approche à laquelle on n'avait jamais pensé. Et fatalement qu'il y avait de la vie, puisque nous sommes là pour en témoigner. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Donc, ce sont les oubliés, et elles sont aussi les femmes, les grandes marrons, et les femmes esclavisées de l'époque, les grandes oubliées de l'histoire générale. Et elle leur rend hommage ainsi qu'à la mère nature. Voici pourquoi j'ai choisi Pascal Bichot. Merci. France, pourquoi Michel Ricardo? Wow.
Bon, au début, je voulais travailler comme Nadine sur Pascal Bichot. Au cours de commissariat d'exposition, j'ai commencé à travailler sur Pascal Bichot dans le même sens que Nadine, voir les fils rouges aussi. Mais c'est qu'au début, dans le cours de critique d'art, Nadine a choisi d'abord avant moi. Ah, chouette, alors, je t'ai devancé. Elle a choisi d'abord. Alors, je voulais comme elle présenter les fils rouges, comme ça. Ensuite, lorsque j'ai vu que Nadine a choisi et Pascal Bichot et aussi les fils rouges. Ensuite, et c'est aussi par stratégie parce que j'ai vu que parmi les participants, personne ne voulait aller vers, je vais le dire, vers l'artiste dominicaine. Personne ne voulait aller. Moi, je me suis dit, alors je vais voir, comme tous les autres Haïtiens, découvrir ce que la République dominicaine peut nous apporter, voir le regard d'une artiste dominicaine sur Haïti. Il ne faut pas oublier les contentieux entre Haïti et la République dominicaine. C'est pour cela que je comprends que personne n'était trop emballé, enclin à aller vers cette œuvre. Et bien heureusement, lorsque j'ai commencé à travailler, et grâce avec Madame Wood, j'ai découvert par exemple le vaudou dominicain à travers l'œuvre de Michel Ricardo. Je ne savais rien du vaudou dominicain. Je pensais que, comme presque tous les Haïtiens, que Haïti était seulement le territoire du vaudou. Mais en analysant, en travaillant sur l'œuvre de Michel Ricardo, j'ai découvert à travers des lectures cette dimension. Alors, je pense qu'au départ, c'était Pascal Bichot, entre-temps, et Pascal Monet aussi, parce que j'étais intrigué aussi par les Pascal, les différents Pascal Monet, Pascal Bichot, tout ça. Et vous voyez, Pascal, il y avait beaucoup de Pascal dans le... Oui, il y avait beaucoup de Pascal. Alors, je choisis Michel Ricardo, et je choisis c'est par stratégie aussi pour me démarquer, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs participants qui travaillaient sur Pascal Monet, et ensuite, alors je vais dire que je vais choisir quelque chose de très spécial et je pense que je l'ai trouvé à travers l'œuvre de Michel Ricardo. Et aussi, je dois dire que j'ai appris beaucoup de l'art dominicain à travers Michel Ricardo. Merci au Centre d'art. Merci. Cynthia, pourquoi? Je crois qu'il y a eu un moment très, très, très intéressant quand Franz a décidé, il avait déjà son texte, il avait fini déjà son texte, on l'avait lu les deux, etc. Et il a décidé de l'envoyer à Michel Ricardo pour savoir, il l'a traduit à l'espagnol pour elle et il l'a envoyé. Et pour moi, c'était très, très émouvant quand il m'a fait copie de la réaction de Michel Ricardo. Et je lui remercie aussi énormément parce que pas toujours les artistes se mettent à répondre des choses comme ça. Et tout de suite, elle a répondu, elle a dit, c'est très intéressant, j'aime bien ton texte. Et ça nous a donné un grand joie, effectivement. C'est vrai. Oui, j'ai lu l'échange, oui, c'était très, très émouvant. Oui. Cynthia? Alors, pour moi, c'était tout drôle. Ce que j'ai fait, j'ai regardé les pièces sans savoir qui avait créé, pour voir la connexion et voir avec quelle pièce qui va m'interpeller. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser que cette pièce de Pascal, ainsi que l'élément dans l'installation de Myriam me parlait très, très fort. Et je ne savais pas pourquoi. Donc, comme Mme Wood nous avait dit d'aller voir peut-être 2, 3, et ensuite on pouvait décider laquelle des pièces qu'on allait choisir. Donc, je lui présente, je lui dis, Mme Wood, voilà, ces 2 pièces m'interpellent, donc je ne sais pas si je vais travailler sur Pascal ou sur Myriam. Et à elle de me dire, Cynthia, va fouiller, va comprendre pourquoi ces 2 pièces t'interpellent. Et c'est comme ça. Je dis, mais il n'y a rien, pas de comparaison. Il dit, va voir beaucoup. Donc, c'est ainsi que moi, j'ai passé beaucoup d'heures à entrer dans l'univers des 2 artistes. J'ai écouté beaucoup des vidéos qui sont sur YouTube. J'ai lu beaucoup sur des choses, des articles qui sont sur
sur l'Internet et j'ai essayé de rentrer dans leur philosophie, dans leur façon de voir le monde. Et c'est ainsi que j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de parallèles avec ce que moi je fais, qui est l'évolution de l'homme dans sa spiritualité. Donc, il y a eu quelque chose qui me parlait avec ces deux femmes. Alors, voilà comment j'ai pu choisir Pascal et Myriam. Merci. Et c'était une très belle comparaison. Oui, je voudrais ajouter une petite chose, si tu me permets, Virli, parce qu'effectivement, dans le cas de Cynthia, c'est très intéressant le processus, comme elle disait. Et il faut avoir en compte que Cynthia est artiste elle-même, alors que dans sa manière, son regard, il y a toujours une capacité très particulière d'observation qui m'a motivée beaucoup. Et il y a un détail intéressant. Elle nous montre l'idée de le calebasse, l'idée de l'œuf, et le nid de l'œuf, etc., le rapport de la calebasse avec le nid, voilà. Et je lui dis, mais la calebasse, c'est une partie d'une installation. Ce n'est pas une pièce en soi-même. Et alors, ça a été vraiment un autre moment du processus de travail où elle a dû rentrer dans l'installation tout entière pour essayer de prendre le sens de l'œuvre, de la particularité de la pièce ciblée qui l'intéressait, mais pour ne couper pas la relation avec les tout, parce que de fait, c'était un fragment de l'installation tout entière. Alors, c'était un moment aussi, je pense, Cynthia, très intéressant du travail. Quand on est dans la cour du commissariat d'exposition, nous avons parlé, les discussions nous ont dit que le travail du commissariat, ce n'est pas seulement quelque chose d'académique et de technique, mais c'est aussi un acte créatif, c'est un acte de l'imagination. Et je pense que c'est la même pour la critique d'art. On a cet élément de créativité, de l'imagination, et c'est ça qui le rend spécial, qui ajoute le point de vue quand on ajoute ça. Il faut m'excuser, mon français n'est pas très bien cet après-midi. Godson, pourquoi pour vous? Donc, moi, personnellement, en faisant des recherches sur les artistes qu'on devrait choisir pour proposer un texte critique, donc, je m'étais tombé sur les œuvres de Myriam Anne-Smith. Et je m'étais dit, mais pourquoi ne pas travailler sur cet artiste? Parce que, à travers ses œuvres et à travers les recherches que j'avais faites, je m'étais rendu compte que Myriam Anne-Smith a fait usage d'un ensemble d'éléments ou encore de concepts qui me sont très chers. Par exemple, le concept de mémoire, de l'oubli et de l'histoire. Mais après, en faisant les recherches également, je m'étais trouvé sur un texte qui a rapport à un catalogue que moi, j'avais participé comme artiste. C'est un catalogue que une collection italienne avait réalisé sur ces deux îles, à savoir Haïti et Jamaïque. Et j'avais retrouvé l'artiste Myriam Anne-Smith dans ce catalogue et je me suis dit, bon voilà, donc j'ai un très bon piste pour réaliser ma réflexion autour des œuvres de cet artiste. Merci. Martine, pourquoi? Martine. Oui, alors le corpus des œuvres des artistes et les rapports de résidence avaient été soumis à tout le monde. Moi, quand je suis tombée sur le travail de Mafalda, j'ai tout de suite choisi Mafalda. Parce que, en lisant son rapport de résidence artistique, elle avait dit puisqu'il fallait travailler sur une femme, elle a choisi de réaliser le portrait de Victoria Monteau parce qu'elle souhaite retracer l'apport et la contribution des femmes dans la révolution haïtienne surtout.
étant donné que j'aime bien l'histoire, je me suis dit, eh bien, je vais travailler sur cet artiste. Ma position va être renforcée par sa singularité que j'ai vue, surtout marquée par l'omniprésence du feuillage dans les œuvres. Il y a toujours, le feuillage est toujours présent. Et là, je peux dire également qu'au cours de l'atelier, les échanges m'ont beaucoup inspiré. Je me rappelle que Madame Wood me dit, Martine, et Mafalda est une artiste qui a beaucoup de symboles, qui utilise beaucoup de symboles. Tu peux explorer. Il faut explorer. Alors, mon texte est titré L'énigme du feuillage. Je me souviens, après avoir présenté le texte, Nadine m'avait dit, mais il faut également explorer pourquoi ces femmes, Nadine et Franz, pourquoi ces femmes sont toujours derrière les feuillages. Qu'est-ce que l'artiste veut nous faire savoir? J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'artiste lors du vernissage de l'exposition. Je lui avais déjà envoyé un email et on a échangé et elle m'a dit que c'est parce qu'elle est fascinée par l'idée de marronnage. Pour elle, le feuillage, c'est comme un refuge. Les femmes peuvent se sentir trop oppressées par les normes, par les règles de la société, pour se protéger. Alors, elles se réfèrent au feuillage, elles se réfèrent à la nature. Voilà pourquoi j'ai choisi et je n'ai pas regretté jusqu'à présent le choix que j'ai fait. Merci. Et Tamar? Bon, en fait, je savais déjà que je voulais écrire sur Pascal Monet bien avant la formation critique d'œuvre. Donc, quand la professeure Wood nous a demandé sur quel artiste on allait travailler, j'ai tout de suite dit, je vais travailler sur Pascal Monet parce que j'avais un cours histoire de l'art haïtien où on avait parlé d'elle, mais on n'avait pas vraiment approfondi nos recherches sur elle. Et j'ai découvert plusieurs de ses œuvres de l'exposition vive. Et j'étais vraiment intriguée par une de ses œuvres appelée Chuchotement. Je n'arrivais pas à comprendre l'œuvre. Je voulais chercher le rapport qu'il y avait entre l'homme et l'animal. Mais je n'arrivais vraiment pas à comprendre l'artiste. Et disons qu'avec cette formation en critique d'art, je suis partie à la découverte de Pascal Monet. J'ai appris à la connaître et j'étais intriguée par le fait qu'elle dessinait des personnages dans des œuvres. Et au début, j'apportais mes réflexions seulement autour de l'œuvre. Et quand j'ai eu la chance d'aller visiter l'exposition, j'étais médiatrice de l'exposition Archipelago. Chaque jour que je passais, je découvrais de nouveaux éléments. Je me souviens, le premier jour, lors du vernissage, j'ai découvert qu'il y avait des chiffres sur les personnages. Et le mardi, quand je repassais encore, il y a un artiste qui m'a dit « Ah, il y a des traces de pas sur cette toile. » Et au fur et à mesure que chaque jour je venais, disons que je découvrais beaucoup de choses. Et à l'aide du professeur Wood, j'ai pu entrer en contact avec Pascal Monet et elle m'expliquait beaucoup de choses, pourquoi les marques de pied, pourquoi les chiffres, pourquoi l'œuf, et c'était vraiment intriguant. Donc, je peux dire que ça a été vraiment enrichissant et c'est un artiste qui, comment je pourrais dire ça, qui est vraiment intéressant. Merci. Très bien. Yolanda, quelques mots en conclusion? Bon, je pense que ça a été vraiment une séance formidable aujourd'hui, la possibilité un peu de revenir sur différents moments de processus de travail, ça c'est vraiment intéressant aussi. Et je veux dire qu'il y a eu des textes aussi faits sur Pascal Faublas, sur Kia Friedman, sur Nadia Huggins, mais comme j'avais montré au début, tous les étudiants ne sont pas présents aujourd'hui. On a eu 6, ils sont 9. Alors que, voilà, je voulais dire que bien que chacun a fait son choix, ça a été très intéressant que le choix a été fait pratiquement sur tous les artistes qui sont participés.
Et bon, je félicite vraiment cette idée, cette possibilité. Et je pense que j'ai gagné 6 amis, 9 amis vraiment dans ce moment de travail qui a été très amical et par moments très fort, par moments difficiles, mais on a pu effectivement remonter tous ces moments et arriver à que vous pourrez faire vos textes. Et voilà, ils sont à disposition du public maintenant. Merci Virli et merci le Centre d'art. Merci, merci Yolanda. Donc maintenant, c'est temps pour conclure l'événement d'aujourd'hui. Donc nous remercions Yolanda Woods-Puchholz, Tamar Prunier, Martine Bossico, Franz Delis, Nadine Priam, Cynthia Zamor et Godson Antoine pour leur excellente présentation. Elle était vraiment excellente. Nous remercions aussi l'équipe du Centre d'art, nos interprètes, Aurélia Van Riel et Janina Walters, et notre soutien technique, Kemar Jackson, et vous, notre public, pour votre support. Une bonne soirée et un bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir.